tout au long de cette journée, on s'est interrogé sur les façons d'entrer dans la coopération. Et moi, je tenais à ce qu'il y ait une clé d'entrée qui soit celle du numérique, d'une part parce que c'est un sujet qui m'anime depuis assez longtemps, mais d'autre part, je pense qu'il a une actualité nouvelle. S'il avait pu faire ce même rapprochement entre le numérique et la coopération il y a seulement 10 ans, ça n'aurait pas été aussi évident qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exemples qui sont là pour témoigner que le numérique, les outils numériques peuvent se mettre au service de la coopération. Et plus que ça, et c'est ce qu'on va essayer aussi de montrer lors de cette table ronde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils numériques, notamment tout ce qui concerne autour des logiciels libres, qui ont plus qu'une utilité d'efficacité et d'efficience par rapport à des besoins, mais qui répondent, on va essayer de le voir en termes de modèles d'organisation, qui répondent de manière très proche à ce que l'économie solidaire, sociale et solidaire peut être et peut espérer d'outils logiciels. Alors, comme le numérique aussi, c'est une question qui souvent fait un peu peur. On se dit on n'a pas forcément les compétences, c'est un peu compliqué. On a l'impression aussi que c'est toujours l'objet d'une transformation totale qui remettra en question tout ce qu'on a construit par ailleurs. J'ai demandé aux personnes que j'invite à cette table ronde de nous donner des exemples concrets où le logiciel ou les outils numériques peuvent se mettre au service de la coopération dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc on va commencer comme ça, de manière très concrète, par un certain nombre d'exemples. Puis après, au cours de l'échange, on essaiera d'évoluer vers une meilleure compréhension en quoi ces outils peuvent être appropriés, détournés, utilisés au service de la coopération dans l'économie sociale et solidaire. Alors pour cette table ronde, nous avons 3 invités. Donc Maud Sarda qui va nous parler d'un projet qui est tout neuf, qui a commencé en décembre 2016, qui s'appelle Label Emmaüs, qui est une plateforme en ligne pour l'ensemble des bric-à-brac et des boutiques solidaires d'Emmaüs. Donc à sa gauche, nous avons Pierre-Yves Gosset, qui représente délégué général de Framasoft, donc vieille association au service de la diffusion, de la promotion et du développement du logiciel libre. Longue expérience là aussi, on a beaucoup d'exemples, beaucoup de laboratoires d'idées et d'expériences. Et donc Pierre-Yves va nous donner un exemple actuel là, qui témoigne de la capacité des logiciels libres à se mettre au service de la coopération pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Et puis Denis Pansu, qui est un ami longue date, longtemps qu'on se connaît, et donc qui a, j'ai appris ça aujourd'hui, 40 ans de militantisme au service du tiers secteur, et qui a rejoint la FIG, donc Fédération Internet de Nouvelle Génération, pour justement animer, parce que la Fondation Internet déjà, la FIG a eu dès le départ cette volonté d'articuler Internet et société, en différent de plusieurs publics, et Denis il a rejoint la FIG pour justement s'intéresser au tiers secteur, au secteur associatif, et voir en quoi la question pouvait être adaptée, appropriée pour ces organisations-là. Donc voilà. Donc dans un premier tour de pitch, je vais vous laisser la parole et vous demander d'abord de vous présenter, et puis de commencer à donner des exemples concrets de ce que vous faites en termes de coopération en observant l'outil numérique. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis directrice de Label Emmaüs, qui est une toute nouvelle coopérative qui adhère au réseau Emmaüs. Donc, on s'est lancé en décembre pour le site internet. On a créé notre coopérative en juillet dernier. Donc, notre projet, c'est un site e-commerce solidaire. Concrètement, vous pouvez aller sur le site, regarder un petit peu ce qu'on a. C'est les objets classiques Emmaüs, il y a de tout. Il y a du vêtement, du livre, de l'objet déco, du meuble, voilà, vraiment plein de choses. Aujourd'hui, on a 45 000 références. Et qu'est-ce qui est différent sur ce site des autres sites e-commerce? C'est que ce sont en fait les structures Emmaüs, un petit peu partout en France, et quand je dis structure Emmaüs, je veux dire les personnes qu'on accueille dans ces structures. Donc ce sont vraiment les compagnons, les compagnes, les salariés en insertion qu'on aide par le travail en fait, par les postes de travail sur l'activité traditionnelle Emmaüs, qui sélectionnent les objets, qui les prennent en photo, qui ensuite vont créer les annonces, qui vont suivre les commandes qui vont tomber en temps réel, bien sûr, dans leur outil informatique sur lequel on les a formés, on les a équipés, accompagnés, formés tout au long de cette mise en place, et qui vont ensuite conditionner le colis, puisque quasiment tout ce qui est en ligne est livrable à domicile ou en point relais. Donc bien sûr, tout ce qui est innovant dans ce projet, c'est que c'est des vendeurs d'abord, et c'est toutes ces compétences qu'on veut essayer de développer pour les personnes qu'on aide chez Emmaüs.
C'est aussi alternatif parce qu'on est une coopérative, donc on est une SIC, exactement. Donc en fait, le capital appartient aussi bien aux salariés qui travaillent sur cette plateforme digitale qu'aux vendeurs Emmaüs, qu'à la société civile d'ailleurs. Tout un chacun peut prendre une part à partir de 20 €. Et donc c'est un peu le seul site e-commerce qui appartienne aussi bien aux salariés qui y travaillent qu'aux vendeurs ou aux acheteurs. Voilà, un petit peu ça, c'est le concept. Après, autour de la coopération, c'est vraiment un projet de mutualisation en fait, à l'échelle nationale. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le modèle de la marketplace, mais c'est ce que nous on a copié en fait, et en y mettant notre sauce. Concrètement, une marketplace c'est comme Amazon Price Minister, donc c'est un tiers de confiance qui fait le lien entre des acheteurs et des vendeurs. Et nous c'est ce modèle-là qu'on a adopté. Pourquoi? Parce que chez Emmaüs, on est extrêmement décentralisé en fait, c'est un mouvement assez exposé géographiquement, puis en termes de gouvernance, chacun est très autonome, mais pour autant, on a les mêmes problématiques que n'importe qui dans l'ESS, c'est qu'un projet comme ça coûte très cher, être visible sur Internet, ça coûte très cher, une structure Emmaüs toute seule, elle n'aurait aucune chance d'être visible seule. D'abord parce que ça demande une certaine expertise, parce que bien sûr c'est cher, il faut maintenir les outils dans le temps, voilà. Donc et puis c'est pas son métier que de faire ça. Donc l'idée c'est bien de se mutualiser tous ensemble pour créer cette structure centrale en fait. Donc nous, notre fonctionnement c'est de prendre une commission sur les ventes qu'il y a entre les vendeurs Emmaüs et puis les acheteurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a adopté ce modèle-là. Après, sur le digital, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on avait un train de retard aussi, je pense, à Emmaüs. Malheureusement, comme beaucoup de structures dans l'associatif, il faut vraiment qu'on se bouge un petit peu à ce niveau-là. Donc l'idée, c'était, on est un réseau de 350 espaces de vente. Donc c'est quand même énorme, il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui ont un maillage tel, mais quasiment aucune présence digitale. Ça pose un vrai souci pour la présence dans l'esprit des gens et bien sûr dans l'esprit de la nouvelle génération. L'idée c'est vraiment de dépoussiérer, de détonner, on n'attend pas Emmaüs là et c'est justement pour ça que ça va attraper l'intérêt des gens et notamment des jeunes qui n'ont pas l'idée forcément d'aller acheter chez Emmaüs, mais aussi de donner, d'être bénévole. Donc c'est tout ça, bien sûr, qu'on essaie aussi de générer par ce projet. Merci. Bonjour, donc moi je suis délégué général et directeur de Framasoft, qui est une assez vieille association, effectivement, qui existe depuis presque 15 ans, et qui vient du milieu de l'éducation essentiellement nationale, même si on est une association d'éducation populaire, et qui fait la promotion donc, du logiciel libre, de la culture libre et des services libres. Je reviendrai peut-être dessus. Mais pour en venir aux exemples concrets, nous, à partir de fin 2014, on a lancé une campagne qui s'appelle toujours « Dégooglisons Internet », pour sensibiliser un petit peu les acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, à la problématique de la centralisation des données sur Internet par les grands acteurs que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et pour ça, on a mis en place des outils. Donc, notre principale problématique à l'époque, c'était que si on sensibilisait les acteurs à cette problématique-là, ils se retournaient, ils nous disaient « D'accord, ok, c'est peut-être pas bien d'utiliser Google pour telle et telle raison, sur laquelle je reviendrai peut-être, mais ok, mais on fait quoi et on va où ?» Et la problématique, c'est qu'ils n'avaient pas d'outils. Donc, bientôt 3 dernières années, on a mis en place une trentaine d'outils alternatifs à ceux de Google, si ce n'est que ces outils sont libres, et éthiques, ça veut dire on n'exploite pas les données, on ne met pas de publicité, etc. On respecte la vie privée et l'intimité des publics qui viennent utiliser nos services. Ils sont gratuits, enfin pas totalement, vu qu'on vit du don, donc si vous accédez à Framatable ou Framadat, qui sont deux de nos services, évidemment c'est que quelqu'un a payé et a fait un don avant vous. Et surtout ils sont solidaires, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les personnes qui vont accéder à ces services vont essayer pas uniquement d'être consommateurs de ces services, mais on essaye de les amener à la contribution. Et donc l'exemple concret que je souhaitais prendre aujourd'hui, c'était que
on a énormément de personnes qui utilisent nos outils et nos services dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. On a été contacté il y a quelques temps par la coordination de ce qui s'appelle la journée de la transition citoyenne, qui va avoir lieu fin septembre partout en France, et dont l'objectif est de monter 2000 événements en France pour sensibiliser le public à l'intérêt et l'urgence d'une transition citoyenne, notamment écologique, et pas seulement. Et la problématique qui se posait pour eux, c'était comment est-ce qu'on monte 2000 événements, sachant qu'on a quasiment 0 €, enfin un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup, avec des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont probablement jamais parlé avant. Donc dans ce collectif, on va retrouver des gens comme Greenpeace, comme Emmaüs, comme Framasoft et plein d'autres. Et la problématique, c'était comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble, comment est-ce qu'on les fait coopérer, et surtout comment est-ce qu'on fait pour le faire en respectant les valeurs associatives, qui sont quand même au centre de l'objet social des associations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que ces associations, elles ne trahissent pas leurs valeurs en disant aux gens, ben voilà, si vous voulez vous inscrire, il vous faut un compte Google, si vous voulez déposer des fichiers, il faut avoir un compte Microsoft, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, en fait, notre problématique, c'est qu'on a outillé les associations. Et la problématique de Framasoft, c'est qu'elle n'a pas facilité cette transition numérique pour les associations et l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'enjeu aujourd'hui est de réussir à faire en sorte de monter des projets sur lesquels on arrive à articuler correctement les différents outils en fonction des usages des associations, de façon à ce qu'elles puissent être totalement libre et pas enfermé dans un carcan, c'est-à-dire il faut utiliser telle application, vous devez avoir un compte Dropbox, ou vous devez avoir telle chose, qui sont des choses qu'aujourd'hui de plus en plus d'associations, je ne vais pas dire maîtrisent, mais en tout cas utilisent, mais plutôt en renversant la vapeur et en essayant de se poser la question, mais en fait comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse monter les projets qu'on a envie et que le numérique ne soit pas aliénant, ce qui est quand même le cas pour beaucoup d'associations aujourd'hui, que ce ne soit pas quelque chose d'aliénant pour les bénévoles et pour les salariés d'associations qui vont devoir, à un moment donné, organiser 2000 événements d'ici 3 mois, sachant que, encore une fois, il n'y a pas de moyens, il y a très peu une organisation hyper légère et une structure qui est hyper floue. Et je pense qu'on reviendra dessus sur les questions de gouvernance. Bonjour, donc Denis Pensu, je travaille effectivement à la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une association loi 901, et particulièrement finalement mobilisée aujourd'hui sur différentes problématiques comme les mutations du travail. On a élaboré un dispositif d'accélération de projet avec l'ANACT à ce propos, et un autre de mes chantiers porte sur les mobilités actives dans les territoires. Et puis j'ai une autre casquette depuis l'année dernière qui peut être utile au débat, qui est la coordination des appels à projets de la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique, qui est donc une fondation sous l'égide Fondation de France et qui soutient des projets d'intérêt général. Et ce qui est intéressant dans cette expérience d'ailleurs, c'est que finalement ça me permet d'analyser le continuum depuis les premiers appels à projets numériques de la Fondation de France en 1999, que j'avais eu l'occasion de concevoir et de copiloter. Moi, je raconterai une histoire qui est celle d'une société de développement logiciel libre que j'ai rencontrée il y a quelques années. Et je vais vous le raconter pour justement mettre en valeur la dimension, une dimension du numérique qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment appropriée par les acteurs associatifs, plus largement du tiers secteur, à savoir l'effet transformateur du numérique dans nos pratiques et dans nos métiers. Cette société qui avait défini des principes sans être une coopérative qui en était proche, qui était déjà en effet de décider collectivement d'avoir un niveau de rémunération équivalent pour l'ensemble des collaborateurs. Et un jour, ils se sont dit, mais on souhaite affecter 2% de notre chiffre d'affaires à une cause. Et pour cela, il faut se décider. Donc comme ils sont développeurs, ils ont décidé de mettre en place un petit système de vote interne. Puis ils se sont dit,
autant appliquer une méthode plus démocratique, donc on va utiliser la méthode Condorcet à ce vote, de façon justement à ce que les avis de chacun soient vraiment pesés. Et puis ils se sont rendus compte que les débats commençaient après avoir voté. Donc ils se sont dit, on va dans ce cas-là rendre ce vote permanent. Et puis de fil en aiguille, finalement ils ont quelque part réinventé une forme de gouvernance au sein de leur structure. On s'est rencontrés à une époque où ils ne connaissaient pas tellement le mouvement coopératif, et certains d'entre eux sont devenus créateurs de coopératives. Et puis ensuite, c'est une entreprise qui a décidé de s'organiser en réseau avec d'autres entreprises. Ils ont constitué un réseau et ils ont défini des principes assez radicaux qui consistaient à partager l'intégralité de leurs informations, c'est-à-dire code informatique, fichiers clients, comptabilité. Voilà. La clé d'entrée dans ce réseau de sociétés de services, c'était vraiment d'être dans un partage total. Ce que je voulais illustrer à travers cette expérience, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a des organisations qui se réinventent en utilisant le numérique, non pas simplement comme un outil, comme une logistique, mais comme vraiment une capacité à se réinventer et à aller encore plus loin dans les processus de gestion, de partage, de gouvernance. Et c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui pour le monde, les acteurs du tiers secteur, c'est de voir en quoi le numérique peut permettre d'aller encore plus loin dans la promotion et le respect des valeurs qui constituent le socle de nos organisations. Et donc ça, c'est une dimension qui aujourd'hui est peu médiatisée, parce que ça n'est pas évidemment quelque chose de très visuel, de très médiatique, et donc ça ne transparaît pas suffisamment dans le sens que l'on peut donner à l'usage du numérique dans nos organisations. Merci beaucoup. Vous l'avez souligné tous les trois, il y a, sinon en retard, du moins le besoin d'évoluer sur le digital dans des organisations d'économie sociale et solidaire, mais dans le même temps que vous avez dit ça, vous avez montré aussi par vos exemples que c'était possible, qu'on pouvait finalement rattraper son retard, faire un saut en avant. Ma question, ça serait maintenant une question un peu concrète. Voilà, je suis une association, une organisation d'économie sociale et solidaire, je veux me lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je peux lancer dans un projet comme ceux que vous décrivez? Il faut que je me fasse accompagner. Comment je fais le monter en compétences? Quel modèle de gouvernance je dois choisir? Peut-être d'abord avec... je sais que l'expérience est courte pour l'instant, mais je pense que tout ça, ça a été réfléchi à la Belle Emmaüs. Alors nous, c'est pas né comme ça, effectivement. Bon, déjà, le vendre en ligne, c'était un peu le serpent de mer quand même à Emmaüs. Bien sûr que tout le monde se posait cette question depuis un petit moment et se disait bien qu'il fallait qu'on y aille. On a testé pas mal de choses. On a essayé d'abord avec des partenaires. Et puis, s'est posé plein de questions d'image, parce que pour le S5 en général et puis pour Emmaüs beaucoup, l'image, voilà, on n'a quand même vraiment pas l'habitude d'associer notre image à des entreprises privées. Et du coup, voilà, il y a des choses qui nous plaisaient pas trop. Après, on s'est dit, il faudrait qu'on le fasse en propre, en notre nom, mais comment on s'y prend? Il faut effectivement, on n'avait pas de département de système d'information, par exemple, on est vraiment parti de zéro. Donc déjà, on a pris une année pour faire une mission exploratoire. Donc moi, j'ai travaillé chez Accenture avant d'être chez Emmaüs. Donc c'est vrai que je connaissais quand même un petit peu la gestion de projet informatique, mais le digital, je ne connaissais pas du tout. Donc déjà, on a pris vraiment une année pour étudier tout le marché et comprendre un peu comment nous, on pourrait se positionner là-dedans. Et voilà, ce concept est né vraiment avec aussi bien des gens qui travaillent au siège d'Emmaüs France, avec des expertises voilà, métiers, que des gens de terrain. Quoi. Donc on a vraiment fait un groupe de travail, une sorte de copil, où il y avait aussi des compagnons, il y avait aussi
des responsables de structure Emmaüs. Et on a cogité tous ensemble pendant une année pour voir aussi si cette idée elle était applicable au terrain en fait. Et on a même testé des petites choses, voilà, parce qu'on aime bien, en même temps qu'on fait de la théorie, faire de l'action quand même. Et donc au bout d'un an, on a présenté ça au conseil d'administration, je portais le projet, et on a trouvé des financements, ce qui aide toujours quand même pas mal, hein. Donc je ne vais pas dire que ça coûte rien, ça coûte pas mal d'argent un projet comme ça. Nous globalement, ça nous a demandé 200 000 € d'investissement par exemple. Et puis en termes de fonctionnement, on est quand même une équipe de 6 salariés. En fait, on est un petit peu comme une start-up sociale. On a des gros frais pour très peu de recettes aujourd'hui, parce que quand on prend un pourcentage des ventes, autant vous dire qu'il faut vraiment faire beaucoup de ventes pour que ça commence à s'équilibrer. Mais c'était le pari en fait. Peut-être une des réponses, c'est d'essayer d'être ambitieux sur cette question et de ne pas avoir peur en fait de ce monde du web, du digital. Je pense que vraiment l'ESS a toute sa place et les gens ils attendent que ça. C'est ce qui nous a surpris, je pense, parce que quand il y a eu les premiers articles qui sont apparus sur notre projet, quand on a pu lire dans La Croix par exemple, l'esprit des compagnons d'Emmaüs va faire du bien au web, c'est fort quoi. Nous vraiment on y allait sur la pointe des pieds, un peu voilà. Et non, finalement, je pense qu'il y a une vraie attente du public, hein, qu'on se réapproprie cet outil Internet et qui était gratuit à la base. Donc il faut vraiment qu'on fasse notre place dans ce monde-là. Mais après, il ne faut pas avoir peur des investissements. Et parfois, c'est vrai que dans l'ESS, on ne dépense pas forcément beaucoup en investissement et bon, on attend peut-être trop de retours tout de suite. Donc voilà, c'est vrai qu'on prend de gros risques. Comme peut-être des startups classiques le font. On ne va pas intéresser des financeurs classiques non plus, c'est évident, mais il y a quand même des grosses fondations qui sont prêtes à suivre des projets ambitieux qui veulent vraiment avoir un impact social fort. Voilà peut-être quelques conseils. Après, on a beaucoup de prestataires, hein, on ne fait pas nous-mêmes, hein, donc ça aussi peut-être éviter de salarier des gens peut-être tout de suite, travailler avec des gens de confiance. On travaille avec Simplon par exemple, donc ça a du sens aussi pour nous, puisque Simplon c'est une école de la deuxième chance sur le développement informatique. Ils ont fait une bonne partie du site, donc ils commencent à avoir des personnes quand même dans le digital qui font des choses avec du sens et qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous. Donc voilà, s'appuyer sur des partenaires professionnels pour y aller. Et du côté de votre réseau, comment ça a été perçu en interne? Ça n'a pas été simple. Hein. S'il a fallu une année, c'est pas seulement pour trouver des sous, c'est aussi pour convaincre. C'est sûr que c'est... déjà, je pense dans l'associatif en général, le lien social, c'est le lien, la rencontre avec autrui est quand même très très important. Donc Internet, c'est juste l'inverse de ça, hein, dans l'esprit des gens, et d'ailleurs c'est un peu vrai. Mais finalement, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est que c'est le cas aujourd'hui, on a 9 clients sur 10 qui aujourd'hui nous remontent un avis très positif sur leur expérience et qui disent qu'ils recommandent à leur entourage Label Emmaüs. Et il y a 25% d'entre eux qui n'avaient jamais acheté chez Emmaüs avant. C'est ça l'enjeu. Donc demain, c'est des gens qui vont dire du bien des espaces de vente, qui vont sûrement convaincre leurs enfants d'aller faire un tour s'ils emménagent, plutôt que d'acheter chez des concurrents qu'on ne citera pas. Voilà, donc ça favorisera du lien, de la rencontre forcément d'une autre façon. Et malgré tout, le compagnon qui reçoit la commande, ça reste humain, ça quand même. Il y a quelqu'un qui a passé sa commande, qui attend un objet qui en plus est unique. C'est un objet d'occasion, il n'y en a pas deux comme ça. Il va soigner le colis, il va mettre un petit mot personnalisé, les gens ça les touche, ça change d'acheter son article chez Amazon. Allez, pour le coup je les cite parce que voilà, donc on a réussi à convaincre petit à petit, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. On a aussi un cabinet d'impact social qui nous suit, qui s'appelle Kimso, et qui va remettre une évaluation rapidement là. Et ça va nous aider, je pense, aussi encore à montrer qu'il y a des effets positifs sur les compagnons, qui sont contents, que ça change de ce qu'ils font d'habitude, que ça développe de nouvelles compétences. Ouais, je vais poursuivre. J'ai quand même un point de divergence, mais un tout petit, sur ce que disait Maud. Non, pas du tout. C'est juste que je pense qu'il ne faut pas opposer le côté numérique et le côté déshumanisation. Le numérique est un outil, alors comme tout outil, il n'est pas neutre.
mais il peut servir aussi à humaniser des choses. Je sais que ça paraît difficile à travers des écrans interposés, mais alors moi j'ai des milliers d'exemples de gens qui se sont rencontrés au travers du numérique et qui font des choses ensemble et qui créent de la coopération et de la solidarité avec le numérique, grâce au numérique, parce qu'ils habitent à deux bouts de la même ville, du même territoire, de la même région, du même pays, voire du même monde. Donc le numérique peut être très positif, y compris dans la capacité de coopération humaine. Là où, ça c'était mon point de divergence, le point de convergence que je vais avoir, c'est sur l'appétence du domaine de l'économie sociale et solidaire, sur l'usage finalement et le besoin qu'il y a de coopérer, de mobiliser beaucoup. Enfin, nous on est beaucoup sollicités sur les aspects mobilisation. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des gens sur une cause, sachant que, alors moi je suis à Lyon, voilà, lorsqu'on veut monter un collectif qui est à Lyon, mais qui veut mobiliser sur tout l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comment est-ce qu'on fait? Et ça, sans le numérique, tout de suite c'est compliqué. Alors qu'avec le numérique, ça devient possible. Et donc, c'est pas que c'était impossible avant, mais il fallait passer par des têtes de réseau. On était sur un système pyramidal. S'il y avait un grain de sable dans la machine, ça redescendait pas. Et donc, il y a une véritable appétence. Le bon exemple, et là, du coup, je vais faire l'auto-promo, mais nous, on est une micro-association. C'est en gros 30 bénévoles et 6 à 7 salariés maintenant, en termes d'équivalent temps plein. Et on fournit du service pour 300 à 400 000 personnes par mois. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a s'ils viennent utiliser nos services, et nous, alors nous, on n'espionne pas nos utilisateurs, donc je suis incapable de vous dire le nombre exact qui vient chaque mois, vu que tout ce que j'ai, c'est un nombre de visites, c'est pas un nombre de visiteurs, donc je fais un calcul à la louche et une règle de 3. Et après, j'ai pas de typologie des utilisateurs. Par contre, on le voit quand ils nous écrivent, ce sont des enseignants, ce sont énormément d'associations, ce sont énormément de syndicats, donc je pense qu'il y a dans la salle des gens qui utilisent des Frama quelque chose. Voilà, et nous, on ne vous connaît pas, mais là où le numérique pour moi est intéressant pour la coopération, c'est qu'il permet d'avoir des effets de levier qu'on n'avait pas auparavant. Et donc tout l'enjeu qu'il va y avoir derrière, enfin pour moi il est double. Le premier, il est de savoir correctement utiliser ces outils et connaître quel est le potentiel de chacun de ces outils pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous organiser entre vous pour faire des choses et pour coopérer, pour construire la mobilisation, pour construire la participation, pour construire des actions on va dire, de coopération. Et le deuxième enjeu, il est sur comment est-ce qu'on devient... Nous, on est une association d'éducation populaire, donc l'autonomisation et l'émancipation sont des objectifs qu'il ne faut pas perdre de vue. Et quand je parlais d'aliénation tout à l'heure, pour moi, le véritable enjeu, c'est comment est-ce que nous, on peut vous aider à vous désaliéner de ces outils-là pour que vous soyez en capacité, finalement, de ne pas être dépendant à un moment donné d'une entreprise ou X ou Y. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel aux entreprises, hein, au contraire, mais pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur les projets numériques de votre association. Enfin, aujourd'hui, la plupart de vos associations doivent avoir un compte Facebook. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes dépendant de Facebook? Ça ne veut pas dire n'utilisez pas Facebook, hein. Je ne suis pas en train d'exclure Facebook, Twitter ou Google de vos usages. Mais à quel moment est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que je suis dépendant ou pas? Et donc cette question de l'émancipation, à mon avis, est un des plus grands enjeux pour l'économie sociale et solidaire, qui ne doit pas être qu'économique, mais qui doit être aussi social et solidaire. Et à un moment donné, à quel moment est-ce qu'on reprend la main sur ces outils-là? Dans la continuité, je pourrais prendre un exemple que j'ai croisé, c'est le Louvre avait une année décidé de développer son intranet grâce à un mécénat. Le Louvre étant habitué à être mécéné, ça semblait logique. Et évidemment, tout de suite, une SS2I japonaise a proposé de financer cet intranet. Le problème, c'est que 15 ans après, cette SS2I n'existait plus. Le code était propriétaire et l'intranet était figé. Donc vous vous rendez compte des impacts que ça a sur une organisation comme le Louvre. Et depuis, tous les musées scientifiques et culturels français portent une attention très aiguë à l'utilisation du logiciel libre pour ne pas justement être dépendant de choix qui peuvent être ensuite bloquants.
Alors moi, en termes de méthodologie de projet, ce que je voudrais pointer, c'est des pratiques aujourd'hui qui ont cours dans le développement de projets numériques, qui peuvent vous être évidemment utiles, mais qui ont l'intérêt aussi de déborder le strict cadre du numérique. Je voudrais parler du développement agile, à savoir qu'aujourd'hui, on a des pratiques de développement du code informatique qui sont beaucoup plus proches des besoins des utilisateurs. Je dirais que dans le projet informatique classique du XXe siècle, on était dans une approche très séquentielle, c'est-à-dire qu'on constatait un besoin, il était synthétisé dans un cahier des charges, ce cahier des charges était fourni à un prestataire informatique, ce prestataire donc codait un programme, ce programme était ensuite présenté au client, recette était faite de ce client et ensuite le service était mis en production, c'est-à-dire mis en ligne pour les utilisateurs. Le problème, c'est qu'entre l'émission du besoin et l'utilisation par les bénéficiaires, eh bien, souvent le délai était long et les besoins évoluaient. Donc, niveau de satisfaction souvent limité, parfois même contradiction entre la commande initiale et le résultat. Depuis, on court des techniques de développement informatique qui sont beaucoup plus itératives, c'est-à-dire le développement agile, justement, par définition, c'est de travailler step by step, étape par étape, et tout de suite avoir un dialogue avec l'utilisateur. Et quand on a réalisé un premier développement très limité, si on constate qu'il donne satisfaction, on passe à l'étape suivante. Donc de cette façon, il y a un dialogue permanent avec l'utilisateur. Ça se structure dans le temps sur des délais courts, hein, c'est-à-dire que les rythmes peuvent être hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, donc vous voyez que c'est très, très rapide. Il y a une terminologie que j'aime bien dans le développement agile qui est on part de récit, et le récit, ben, c'est justement le besoin exprimé par l'utilisateur. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, quand vous êtes amené à développer un projet informatique, un système d'information de différentes tailles, ben, c'est déjà un premier critère que de savoir si vous avez affaire à une équipe qui est compétente en développement agile, qui peut vous proposer une méthode de ce type. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce développement agile, il influe au-delà du strict cadre informatique. C'est-à-dire qu'on commence à parler d'organisation agile, et une illustration que l'on voit dans des formes d'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle les théories de l'effectuation, qui consiste à dire quand vous êtes porteur d'un projet, plutôt que de viser des ressources que vous n'avez pas, commencez par ce à quoi vous pouvez que vous pouvez solliciter ou dont vous disposez déjà, et puis là aussi, étape par étape, de façon très progressive, faites évoluer votre projet. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui aussi dans la méthode, dans les pratiques du numérique, c'est qu'on voit des formes qui sont utiles pour nos organisations. Quand on parlait des écrans qui séparent, moi je n'ai pas vu, depuis la dynamique du numérique, je n'ai pas vu autant de nouveaux formats de rencontres physiques qui se développer. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup des barcamps qui ont été initiés par des développeurs informatiques, et puis c'était amusant de voir que ces formats créatifs de rencontres et d'ateliers sont devenus des barcamps sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'informatique. Et aujourd'hui, on parle de hackathon, de startup week-end, de Startindus, de TEDx, etc. Et on voit bien que cette dynamique-là, elle est venue notamment d'individus qui, au-delà de leur goût pour le numérique, avaient aussi beaucoup le goût à se rencontrer. Merci. On voit finalement en vous écoutant que les choix numériques ne sont pas seulement des choix d'outils, enfin d'outils au sens simple du terme, mais ils embarquent un certain nombre de valeurs. Tout à l'heure, vous avez parlé d'effet d'image, vous avez parlé d'éthique, Pierre va parler d'émancipation, toi tu as parlé de capacité finalement à essayer de s'adapter par rapport aux valeurs de l'utilisateur. Donc finalement, quels seraient les conseils que vous pourriez donner par rapport aux différents projets que vous connaissez, des conseils que vous donneriez pour prendre en compte un certain nombre de valeurs et lesquelles? Je pense aussi à la confidentialité pour Facebook, des choses comme ça.
quels seraient les conseils que vous pourriez donner à partir de votre expérience sur des valeurs importantes liées à la technologie? Nous, on va regarder quel est notre ADN et puis on va essayer de mettre cet ADN dans les outils, parce qu'effectivement, le numérique, le digital, ce ne sont que des outils en fait, et on en fait ce qu'on veut. Et ça peut être au service de grandes causes, ça peut accélérer, j'en suis sûre, l'impact qu'on peut avoir tous dans l'ESS. À condition effectivement de ne pas se perdre là-dedans, parce que il y a quand même beaucoup de pratiques qui sont très néfastes dans ce milieu-là, donc il faut quand même y aller. Donc effectivement, par exemple, les données personnelles, ça c'est un point essentiel, et donc nous, on a pris l'engagement qu'il n'y aurait jamais de publicité déjà sur notre site, parce qu'on n'a pas envie de tomber là-dedans dans une politique commerciale vraiment basique. Voilà. On ne fait pas ce qu'on appelle de retargeting, on ne va pas harceler les gens parce qu'ils ont cliqué à un moment donné à un endroit du site, alors du coup ça veut dire qu'ils sont intéressés par tel truc, et puis toutes les 2 heures ils vont recevoir quelque chose. On n'utilise pas du tout les données personnelles en fait aujourd'hui. Alors nous on sait quand même combien de visiteurs uniques, j'avoue. Mais aujourd'hui franchement on ne sait pas bien les profils et les comportements d'achat. Il faudra sûrement quand même qu'on sache un petit peu mieux, parce que voilà, c'est quand même dans un espace de vente Emmaüs, il fait un tout petit peu donner envie aux gens d'acheter. Mais en tout cas, on ne veut pas du tout tomber dans des travers qui existent aujourd'hui. Après, concrètement, c'est les conditions de travail aussi. Je citais Amazon tout à l'heure, on veut juste proposer quelque chose de totalement différent, puisque nous, on veut faire avec le plus de personnes possible, en fait, et le moins de robots possible. Et si ces gens ne sont pas complètement productifs, c'est pas grave, et tant mieux, ça veut dire qu'il en faut encore plus, et que comme ça on va pouvoir intégrer tout un tas de compagnons et de personnes en insertion sur ce projet. Donc il y a des choses qu'il faut automatiser, il y a des choses qu'il faut garder manuelles. Ça aussi c'est un équilibre qui n'est pas simple, je pense, pour des acteurs de l'ESS, avec tout ce qui est outils numériques. Voilà un petit peu pour, oui, je pense, les valeurs essentielles qui nous guident. Après, je dirais juste une chose, peut-être c'est pas tout à fait dans la réponse, mais sur ce qu'on se disait avant. En fait, le digital, ça peut aussi avoir tout un tas d'impacts sur ce qui n'est pas du tout digital. Et ça aussi, c'est important pour des acteurs comme nous. Donc, par exemple, pour un groupe Emmaüs, aujourd'hui, cette activité de vente en ligne, ça améliore tout un tas d'autres pratiques traditionnelles. Le fait d'expertiser vraiment un objet, de chercher la cotation sur Internet, on apprend mieux l'histoire des objets. Derrière l'histoire des objets, il y a l'histoire des époques, il y a aussi la culture française pour l'intégration de personnes qui sont aussi primo-arrivants. Il y a le fait d'écrire des annonces qui, bien sûr, développent la langue. Ensuite, il y a la traçabilité de l'objet. Il faut suivre vraiment toutes les étapes de stockage, d'expédition. Il y a le contact client, où là, c'est légal, il y a 15 jours, on doit rembourser une personne si elle n'est pas contente. Voilà, donc on ne peut pas faire comme on fait d'habitude dans les espaces de vente, un petit peu. Voilà. Donc, en fait, je pense que ça. Enfin, on fait bien, mais bon, voilà, on ne remboursait pas non plus les gens comme ça dès qu'ils arrivent avec un objet, sinon on s'en sortirait pas, quoi. Si on faisait comme nos prix, on n'y arriverait pas, je crois. Mais du coup, ça pousse à une professionnalisation du secteur, d'une façon ou d'une autre, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et là aussi, c'est important pour ça, ces outils. Sur la question du comment, moi je rejoins que la première chose, c'est les valeurs. Encore une fois, si on est dans le milieu associatif ou si on est une fédération, représentant d'une fédération, c'est que voilà, c'est pas une entreprise. Ça veut pas dire que, enfin en tout cas c'est une forme d'entreprise, mais qui porte des valeurs différentes. Et je pense qu'il ne faut pas décoller de ça. Et donc, à chaque fois, réinterroger la question justement des valeurs initiales du projet, en rediscuter avec les bénévoles, avec le conseil d'administration s'il y en a un, etc. Et donc, effectivement, lorsqu'on dit, voilà, moi je ne veux pas fliquer mes utilisateurs, là c'est l'informaticien qui parle, mais à quel moment est-ce que vous n'utilisez pas les services de Google finalement pour gérer vos statistiques ?
ce qui arrive souvent, hein, je précise, donc petit point technique, il y a énormément de sites qui disent non, mais moi les visiteurs je les flique pas, etc. Et en fait ils utilisent Google Analytics, qui est le service de Google qui permet d'avoir des statistiques sur vos visiteurs, comment est-ce qu'ils viennent, etc. Et en fait du coup c'est effectivement vous ne fliquez pas, mais Google lui flique. Et donc voilà, c'est un truc tout bête, mais c'est à quel moment est-ce qu'on est... On fait attention, en fait le diable se cache dans les détails, et pour les valeurs il faut faire attention un petit peu à tout. Première chose. La deuxième chose, pour moi, ça va être plutôt, enfin c'est pas plutôt, c'est aussi la question de la gouvernance. Et je rejoins ce que disait Denis du coup sur les organisations agiles, en reprenant pour moi l'exemple des fourmis, c'est-à-dire que ça c'est un modèle qui, avec le numérique, fonctionne assez bien. C'est ce qu'on appelle le stickmergisme, c'est-à-dire la capacité finalement, lorsqu'on fait une action, à laisser une trace derrière, un signal, une marque, etc. Qui permet à quelqu'un d'autre de savoir qu'il se passe quelque chose. Donc, chez les fourmis, ça se passe comment? Vous savez sans doute, hein, la fourmi part de la fourmilière, elle explore, elle ne sait pas où elle va au départ, au tout départ, et puis elle va trouver de la nourriture, elle laisse un petit peu de phéromones pour dire tiens j'ai trouvé de la nourriture, et elle se nourrit, et si elle peut, elle rentre à la fourmilière avec la nourriture, etc. Les termites font la même chose, et donc lorsqu'une autre fourmi passe, si elle sent la phéromone, elle va aller voir, et puis elle va petit à petit cumuler, et puis peut-être qu'on avait trouvé juste un fruit, mais s'il y a un fruit, potentiellement, on est peut-être au pied d'un arbre, et il peut y avoir plein de fruits, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas dans le milieu du logiciel libre, et moi ça je le vois se constituer de plus en plus dans des coopérations associatives, on fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où on va, et c'est pas très grave. Et alors là, du coup, il faut apprendre un petit peu de lâcher prise, hein, c'est-à-dire, c'est exactement ce que disait Denis tout à l'heure, c'est, on fait quelque chose, puis on a un retour, et c'est ce feedback-là qui va faire que, potentiellement, on va construire une action qui va être efficace. Ça ne veut pas dire que c'était celle qui était nécessairement voulue, pensée par un conseil d'administration au-dessus, au départ, mais c'est peut-être un bénévole qui va lancer une action, et donc moi, ce sur quoi je pousse, c'est sur la question de la gouvernance, en tout cas, à laisser faire, à observer, et finalement, voir ce qui marche, et quand ça marche, essayer de renforcer finalement ce feedback que laissent des bénévoles, etc. Framasoft, vous m'auriez dit il y a 3 ans, enfin moi j'étais longtemps le seul salarié, etc. Nous, notre partie c'était vraiment le logiciel libre. Vous m'auriez dit il y a 3 ans, donc vraiment en juillet 2014, qu'aujourd'hui on fournirait du service à X centaines de milliers de personnes, je vous aurais ri au nez, je ne le savais pas. Et donc, ce qui est intéressant, et j'imagine que vous avez vécu ça vous aussi dans d'autres cadres, et donc ce qui est intéressant, c'est de laisser faire les gens et d'avoir des retours comme ça, et le numérique peut vous aider à ça, le numérique peut vous aider à avoir plus facilement des remontées, d'être en contact direct, de pouvoir observer plus facilement ce qui se passe dans les structures et les organisations, et petit à petit de mettre en place une gouvernance qui soit beaucoup plus transparente. Ce sera complètement un autre sujet, mais la transparence dans les associations, moi je viens du milieu du logiciel libre, qui est un milieu où le pouvoir est quasi systématiquement détruit. C'est une volonté... nous sommes un milieu anarchiste qui s'ignore. Et donc la question du pouvoir, chez nous, dès qu'il y a un petit peu de pouvoir qui dépasse, comme on a le droit de copier-coller, que ça soit le code, que ça soit la documentation, que ça soit limite le nom, eh ben on prend, on copie, on colle, ok, OpenOffice dans une mauvaise direction, on copie, on colle, on appelle ça LibreOffice, on continue comme ça. Et ça marche ou ça marche pas. Exactement comme la fourmi va suivre son chemin et peut-être qu'elle va rien trouver au bout. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, réinterroge les grosses structures associatives. Mais si vous regardez les petites structures qui marchent bien, on est beaucoup plus sur un système du coup presque start-up, même si du coup je milite pour ne pas employer ce mot. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut co-construire avec les gens qui sont dans l'organisation, même s'ils ne sont pas. Nous, on a encore une fois, c'est 30 membres, mais c'est des milliers de bénévoles. Et on s'en fout complètement qu'ils soient membres. Et eux-mêmes s'en foutent. L'important, c'est comment est-ce qu'ils peuvent participer, comment est-ce qu'ils peuvent faire des choses qui vont dans la même direction que finalement ce qu'on essaye de mettre en place. Mais qu'ils soient membres ou pas, aujourd'hui, ils s'en contrefichent. Alors, moi, je le traduis comment articuler forme fédérative et forme réseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment on va redynamiser des structures qui se questionnent sur le sens et leur positionnement dans la société et dans des écosystèmes qui sont en mutation. Et à l'échelle du terrain, je voudrais faire un focus sur les conditions de travail, qu'on va appeler notamment la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un contrat social
à redéfinir dans nos organisations, parce que j'ai beaucoup de retours, moi, de personnes qui finalement ont beau être dans des structures d'intérêt général qui ont des finalités tout à fait satisfaisantes pour nos valeurs, mais avec des conditions d'exercice des métiers qui ne le sont pas. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce que par ailleurs, on a des organisations qui ne sont pas de l'ESS, qui ne sont pas du tout porteuses de valeurs du tiers secteur, qui, elles, réinventent complètement les formes de travail, et un risque, c'est qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, si en plus vous avez une rémunération qui n'est pas le plus élevé par rapport à d'autres secteurs, et qu'en plus vous voyez qu'à côté c'est beaucoup plus agréable de bosser, vous voyez tout de suite ce qui va se passer. Donc moi depuis un certain nombre d'années, j'alerte sur cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut revenir à une certaine cohérence des valeurs et des pratiques. Et très concrètement, aujourd'hui, le numérique permet d'organiser le temps de travail de façon beaucoup plus souple, de façon respectueuse des rythmes familiaux, par exemple. Donc pourquoi imposer à un salarié de travailler au bureau de 9h à 18h, de se faire les heures de pointe dans les transports en commun ou en voiture, alors qu'on peut définir qu'il y a des plages plus souples, que le télétravail, ça peut être une partie de la journée, une partie de la semaine, et au passage, ça permet d'aller chercher ses enfants, ça permet de gérer sa grand-mère qui est peu mobile, enfin bon. Et donc, ça aujourd'hui, il faut, je pense, très concrètement et très rapidement, prendre en compte ce potentiel du numérique pour retrouver une qualité de vie au travail dans les associations, les fédérations, qui est nécessaire. Et autre aspect qui est aussi lié aux conditions de travail, c'est le constat qu'aujourd'hui, l'appropriation du numérique, elle s'est faite de façon très empirique, ce qui veut dire qu'on jongle avec plein de canaux et d'outils de communication, et ça contribue pour partie à une surcharge cognitive de l'individu, c'est-à-dire que l'email, c'est très bien comme moyen de communication asynchrone, mais la dérive, c'est que ça devient un fil d'information permanent, synchrone, c'est-à-dire que si, par exemple, on vous envoie un message, et au passage, votre supérieur hiérarchique, et que vous n'avez pas répondu dans les 2 heures, il se demande s'il y a un problème ou si vous êtes malade, qui plus est si vous travaillez à distance. Mais le mail, c'est pas fait pour ça. Le mail, au contraire, que ce soit en collaboration interne, en démocratie participative, etc., ça doit permettre de prendre le temps d'analyser le message, de donner aussi la possibilité à ceux qui n'ont pas l'esprit de répartie du tac au tac de pouvoir exprimer leurs pensées, et donc d'avoir une meilleure régulation des positions, des informations. Si vous voulez du message urgent, il y a des messages instantanés, il y a du SMS, mais tout ça, il faut le charter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans la salle, on a encore un certain nombre qui ont connu de la machine à revenu typée, qui sentaient l'alcool. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de photocopieur encore, il n'y avait même pas de fax. Le Telex commençait tout juste. Et en 30 ans, 40 ans, on a vu débarquer un nombre d'interfaces considérable. Et donc tout ça, c'est très empirique, donc ça n'a pas encore été vraiment approprié à l'échelle de la société et à l'échelle des organisations. C'est-à-dire que vous voyez finalement des pratiques qui sont extrêmement hétérogènes, même au sein d'une petite équipe. Moi je vois même à la FIG, on est plutôt un peu connaisseur du numérique, mais quand on a créé un wiki interne pour documenter toute notre pratique, accueillir un nouveau collaborateur, un stagiaire, etc., on s'est rendu compte 3 ans après que sur une quinzaine de personnes, il y en avait quelques-uns qui n'allaient jamais dans le wiki. Donc on partageait de l'info, mais ça se traduisait par un mail supplémentaire pour demander une info, parce qu'on n'avait pas sur le wiki. Donc vous voyez que si on ne codifie pas un minimum ces échanges, on est peu efficace, ça crée de la surcharge cognitive, donc une moindre qualité de vie au travail également. Merci beaucoup.
avez des questions, c'est le moment. Une question pour les intervenants de la dernière table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Pas de questions sur le numérique? C'est trop chaud. Il n'y a pas trop de questions. Bon, ben on va remercier nos participants. Ah, voilà. Non, mais j'avais juste une question par rapport, enfin notamment par rapport à label Emmaüs. Je trouve qu'il y a une vraie question sur la question des valeurs et de jusqu'où on va dans l'application de valeurs, notamment par rapport à tout ce qui est, enfin quand on parle de numérique, on fait vite le lien avec tous les outils marketing qui sont du coup liés au numérique et qui effectivement permettent de tracer le client et du coup de mieux vendre. Enfin, moi, je me pose toujours la question de jusqu'où il faut aller et pas aller, avec l'enjeu effectivement de se dire trop vendre, c'est peut-être pas bien. Après, se mettre trop de barrières, c'est aussi moins vendre et quelque part, c'est aussi casser son projet, parce que je pense que malgré tout, on est quand même dans une réalité où il faut être présent sur le marché et puis du coup faire un peu sa place. Je ne sais pas du coup quelle discussion vous avez eue chez Label Emmaüs, et puis d'ailleurs aussi parce que typiquement Framasoft, moi j'ai découvert Framadate, c'est ça, il n'y a pas très longtemps, mais c'est aussi l'enjeu en fait, parce que finalement quand il n'y a pas de pub, du coup on le connaît pas. Moi je savais même pas, enfin je l'ai reçu parce que je voyais des gens qui ont envoyé des Framadate, je me dis tiens c'est pas pareil que les autres, mais du coup sans savoir. Je me suis dit, bon, tout le SS l'utilise, c'est qu'il doit y avoir un truc derrière. Mais c'est aussi parfois la limite du côté où on se dit, on veut pas faire de com, on veut pas faire de pub, c'est que finalement on perd aussi des gens sur la route qui du coup savent pas en fait. Et je me dis, c'est dommage. Alors sur le marketing. Nous, on est pas mal à avoir fait une école de commerce dans l'équipe. C'est pas un hasard. C'est un projet qui demande quand même d'avoir une politique commerciale et de communiquer et de trouver des acheteurs et de répondre à leurs demandes et voilà. Mais bon, bien sûr, on aspire tous à faire quelque chose de différent et puis bon, je pense que ce qu'on garde en tête, c'est surtout l'objectif. Voilà, ce n'est qu'un moyen pour financer un projet social. Alors on essaie de pas... Franchement, c'est une discussion qu'on a, je pense, tous les jours. C'est juste la prise de tête permanente. Ça tu crois? Ah non, vraiment, eux, on peut pas les prendre comme prestataires, ils sont vraiment horribles. Donc c'est vraiment pas simple. Après, honnêtement, on peut pas mener tous les combats de front non plus. Moi, aujourd'hui, c'est évident que je fais du référencement payant sur Google. Oui, j'utilise Google Analytics pour analyser la fréquentation du site. Bon, voilà, le jour où Google ne représentera plus 95%, mais pour autant, j'ai rencontré les fondateurs de Quant. Je pense que c'est une belle alternative à Google. On a fait un partenariat de visibilité ensemble. Voilà, on essaie de s'intéresser à tout ce qui est alternatif, mais en même temps, effectivement, concrètement, nous, on a un modèle économique à assurer. On est sur un plan de financement de 2 millions sur 5 ans. Voilà. On veut intégrer les 350 espaces de vente Emmaüs. On veut qu'il y ait au moins 300 à 400 compagnons qui, dans 4-5 ans, aient la chance de travailler sur cette activité et on l'espère de trouver un job. Voilà. Donc, on fait avec aussi les moyens du marché, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord en plus avec ce qu'a dit Maud. Je suis aussi dans une militance qui va pourtant à l'inverse de ça. Mais en fait, il ne faut pas porter de jugement moral, selon moi. C'est-à-dire que ce qui est important et ce qui me rassure dans ce que disait Maud juste avant, c'est qu'ils en discutent tous les jours. Et il n'y a que ça qui pourra faire en sorte que ça change. C'est-à-dire que ok, si ça dérive, au moins on saura que ça a dérivé et voilà. Si le logiciel libre, il milite, comme beaucoup d'entre vous, je pense, pour le passage de la société de la consommation à celui de la société de la contribution.
Pour nous, ça veut dire qu'on souhaite qu'à un moment donné, lorsque vous utilisez du Framadat ou autre, ben, vous souhaitiez contribuer. Alors, on va pas vous mettre des gros panneaux sur Framadat, sur Framapad en disant venez, venez. Vous avez tous vu, peut-être, j'espère, sinon c'est qu'on a raté notre truc du point de vue marketing, un petit bouton qui est faire un don lorsque vous venez créer un Framadat. Voilà, on vous rappelle que c'est fait par une association, etc. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue, j'ai pas envie de dire ce combat-là, parce que je le vois pas d'une façon guerrière, mais il y a en tout cas un choix de société qui s'effectue depuis longtemps, hein, ça date pas, même la loi de 1901 émanait de ça, c'est à quel moment est-ce qu'on est capable de construire une économie non marchande à partir de ça. Quand je dis non marchande, c'est pas le fait de ne pas vendre des produits, c'est le fait de ne pas être nécessairement dans une croissance capitalistique permanente. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est si à un moment donné, le label Emmaüs est capable de dire, bon, ben voilà, nous, on a prévu 2 millions, mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'année, dans 3 ans, on doit faire x2, puis x2, puis x2. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis dans, voilà, est-ce que je veux participer à la société de la consommation ou est-ce que je veux être dans la société de la contribution? Un projet aujourd'hui comme Label Emmaüs me semble beaucoup plus dans la société de la contribution parce que voilà, ça fait de l'insertion, ça fait de l'accompagnement, ça fait des projets qui sont positifs pour la société et c'est ça l'essentiel. Le jour où ils renversent le truc et ils se disent ah oui mais alors du coup aujourd'hui les gens n'achètent plus donc pour qu'ils continuent à acheter sur Label Emmaüs il faut qu'on fasse des entorses à nos valeurs, à ce moment-là il faudra se reposer la question. Mais c'est pas, il y a une différence entre faire des compromis et contourner ses valeurs ou les oublier. On peut accepter, enfin pour moi, on fait tous des compromis tous les jours. Je suis en train de vous parler de la société de la contribution. Mon jean, je ne l'ai pas cousu moi-même. Donc non, mais il y a un moment donné, il faut être conscient de ça. Et donc, c'est pas, pour moi, vraiment la question, c'est celle du débat permanent et de la société qu'on veut faire. C'est vieux comme la loi de 1901 et même avant. Hein. Mais du coup, c'est ça la question centrale. Donc moi je ne vous verrai pas de publicité sur Framasoft, de temps en temps on envoie des appels à dons, etc. Mais si on échoue, c'est qu'on aura échoué sur la société du modèle de contribution, enfin le modèle de société de la contribution. Si on a échoué là-dessus, tant pis, tant pis, on licenciera et on ira planter des choux et des carottes. Et c'est pas la fin du monde. Enfin vraiment, c'est soit on fait ce choix-là, soit on part dans l'autre direction, et si on part dans l'autre direction, et si moi je me dois me dire en tant que directeur, ah oui, mais il faut absolument que je préserve les emplois de mes collègues, et le mien, tant qu'à faire, on a raté. Donc il ne faut pas se laisser, enfin je pense que ça faisait partie, j'étais à la table ronde d'avant, je pense que ça fait question ça fait écho aux questions sur l'emploi, etc. Voilà, comment est-ce qu'on crée des emplois, comment est-ce qu'on propose du travail, sans dévier de l'objectif initial qui est quel travail, pour qui, pourquoi et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Enfin, c'est très flou, désolé. Alors, pour répondre à cette question, je crois qu'il y a une donne qui est quand même nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on commence tout juste à avoir une majeure partie de la population qui est utilisateur du numérique. Il y a 15 ans, c'était absolument pas le cas, et il y a eu une appropriation progressive, et donc maintenant cette culture du numérique, je dirais que c'est tout juste le début de l'histoire, hein, ce qu'on appelle la littératie numérique, qui est un enjeu aujourd'hui en effet d'appropriation de ces pratiques numériques, mais surtout de la compréhension de leur sens dans la société. On est à des échelles qui vont nous permettre de partager cette information, et quand on voit en effet la hausse du nombre d'utilisateurs sur les services de Framasoft, on comprend que là l'élan il est parti. Donc ceci posé, je pense que maintenant en effet il faut construire des dispositifs de communication qui soient en capacité justement de partager. On a parlé d'écosystème, et aujourd'hui il nous faut aussi intégrer la donne numérique dans ces écosystèmes. Alors, moi, dans le cadre des universités de prospective de la Fonda, notamment, on a réfléchi sur les futurs usages du numérique. On avait travaillé à Lyon il y a 2 ans sur quelque chose qu'on a conceptualisé comme un PTCC, par analogie au PTCE, qu'on a intitulé Plateforme territoriale de coopération citoyenne. Je ne vais pas développer, c'est pas le lieu aujourd'hui, mais si vous voulez, on peut poursuivre, et je
pour les informer sur ce qu'il va advenir. C'est comment, à l'échelle en effet d'un territoire, en raisonnant de façon écosystémique, on intègre vraiment la dimension numérique, à la fois dans ses aspects méthodologiques, transformateurs, et également politiques, hein, au sens noble du terme, quand il s'agit en effet de traiter de questions de privacy, de données personnelles, mais aussi de maintien finalement des capacités des acteurs d'intérêt général à pouvoir mobiliser des technologies et des méthodes numériques. Parce que je ne développe pas sur l'aspect de la brevetabilité, mais on a aujourd'hui, sur les questions de gouvernance de l'Internet, on a encore des nuages qui ne sont pas estompés, hein, que ce soit sur est-ce qu'on garde un Internet à une seule vitesse ou un Internet à deux vitesses. Ça, c'est des débats très forts. Nouveau gouvernement américain, les responsables en charge au niveau de fédéral sont totalement hostiles à un Internet équitable. En Europe, on a un office de brevet qui ne défend pas suffisamment en effet l'approche libre. Et ça, cette dimension politique, je rajoute quand même, j'insiste un peu, dans le sens où les méthodologies d'éducation populaire, d'économie solidaire, etc., si demain on y veille, on n'y prête pas attention, vous pouvez avoir des cabinets de consulting qui vous disent « Ah ben non, vous n'avez plus le droit d'exercer votre méthode parce qu'on a déposé un brevet dessus ». Hein, donc toute cette dimension à la fois politique, méthodologique et transformatrice, il faut la concevoir globalement, et c'est ce qui fait l'objet de ce concept de pôle territorial de coopération citoyenne, qui serait un cadre tout à fait propice à l'échange justement de bonnes pratiques et d'outillage qui pourrait, vraiment à l'échelle de tout l'écosystème, irriguer les acteurs.